Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants. Bienvenue donc dans Patrimoine thématique consacré tous les vendredis au marché de l'art. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoints sur ce plateau justement par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur le marché de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille ? Alors encore une semaine très riche Nicolas. Plusieurs œuvres d'art monumentales et éphémères ont été inaugurées cette semaine à Paris. Forcément, la polémique œuvre de Christo et Jeanne-Claude, officiellement terminée demain. Si vous êtes passé par la place de l'Étoile, vous avez sûrement dû voir un bon aperçu de l'œuvre posthume, un arc de triomphe empaqueté en plein centre de la place de l'Étoile. Alors les projets remontent à longtemps, imaginés pour la première fois en 1961. Et Paris a déjà accueilli une œuvre de Christo et Jeanne-Claude, le Pont-Neuf, en 1985. Les deux artistes se sont particulièrement illustrés aussi à Berlin avec le Reichstag. Et donc voilà, cette œuvre posthume de l'Arc de Triomphe, c'est un rêve d'artiste qui est réalisé car les deux vivaient dans leur jeunesse à Paris. Et vous avez raison de préciser Christo et Jeanne-Claude, parce que Christo est souvent crédité, Jeanne-Claude un peu moins, alors que c'est des œuvres communes. Comment a été conçue cette œuvre-là spécifiquement, Sybille Aoudjan ? Alors c'est une œuvre monumentale à tous les égards. 1000 employés ont participé à la mise en place de l'œuvre. 14 millions d'euros ont été autofinancés par les deux artistes grâce aux ventes des croquis, mais aussi aux ventes aux enchères animées par Sotheby's. Les dimensions sont immenses aussi, 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène et puis 3 000 mètres de cordage rouge. Pour les détracteurs, c'est pas de panique, parce que dans 2 semaines... Oui, ça peut faire un peu peur, toutes ces quantités quand voilà, même. Dans 2 semaines, l'œuvre ne sera plus place de l'Étoile, et puis c'est aussi la dernière fois que vous pourrez apprécier une œuvre de Christo et Jeanne-Claude dans la ville. Et puis Daniel Buren a aussi revêtu les couleurs de la France avec une œuvre éphémère in situ au Palais de l'Élysée, dans la grande verrière du Jardin d'hiver. Alors le public français peut apprécier cette œuvre lors des journées du patrimoine de ce week-end 18 et 19 septembre. Alors toujours parmi les nouvelles à la une de cette semaine, le Nobel des Arts a primé l'artiste Sebastião Salgado. Oui, c'est le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. Il est l'un des lauréats de la 32e édition de Premium Imperiale. C'est l'un des prix mondiaux des arts qui est décerné tous les ans par la Japan Art Association. 5 artistes sont récompensés, chacun dans leur domaine: peinture, sculpture, architecture, musique et théâtre et cinéma. Alors Sebastião Salgado est récompensé dans la catégorie peinture, même si c'est pour ses photographies qu'il est principalement connu. Selon les mots de l'association, ce sont des œuvres qui mettent en lumière les dépossédés et les exploités, la beauté de la nature et la fragilité du monde et de ses habitants. Alors chaque lauréat reçoit une somme de 15 millions de yens, environ 115 000 euros. Alors ça, c'était pour la catégorie peinture. Un mot des autres catégories ? Oui, pour les autres catégories, il y a James Turrell pour la sculpture, Yo-Yo Ma pour la musique, Glenn Murcutt pour la catégorie architecture, et puis le prix d'encouragement pour les jeunes est décerné à l'Institut central pour la restauration de Rome. La bourse est donc destinée aux élèves de l'Institut. Et alors vous allez à présent nous parler d'un sujet complètement différent, d'une alerte à la fraude, Sybille. Voilà, donc si vous comptiez vous procurer des œuvres de Francis Bacon, il faut redoubler d'attention quant à l'authenticité des œuvres, car la police italienne de Bologne a fait un réseau de 500 tableaux contrefaits de l'artiste. D'autres biens et de l'argent ont aussi été saisis à hauteur de 3 millions d'euros. Il y aurait environ 5 à 7 coupables de l'authentification et de la mise en circulation de fausses œuvres d'art, et puis de la fraude et du blanchiment d'argent. Alors certaines œuvres ont été retrouvées, mais d'autres se trouvent déjà dans les circuits du marché de l'art. Elles ont été vendues entre 10 000 et 600 000 euros selon les estimations de la police, et les enquêtes sont encore en cours. Effectivement, quand on voit authentification et mise en circulation de fausses œuvres d'art, c'est que d'un côté il y a des faussaires et puis de l'autre il y en a qui authentifient les œuvres avant de les vendre. Effectivement, c'est pas simple pour s'y retrouver, et on finit, Sybille Aoudjan, avec le salon Parcours des Mondes où vous étiez la semaine dernière pour faire un focus sur le marché de l'art extra-européen. Mais juste avant, vous vouliez nous préciser une information. Tout à fait, une annonce a été faite par le Quai Branly cette semaine. La dernière exposition des 26 œuvres du
dit Bénin qui seront bientôt restituées va avoir lieu du 26 au 31 octobre 2021. Donc une dernière chance pour les Français d'apprécier ces œuvres lors de cette exposition qui s'appelle Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Cette décision de restitution avait été prise en décembre 2020. Et donc je vous laisse tout de suite regarder les images de notre interview avec Pierre Naquin lorsque nous étions au Parcours des Mondes. Nous avons fait un point sur le marché de l'art de ces œuvres extra-européennes. Nous sommes entourés de ces statues, les Houlis de Nouvelle-Irlande, mais aussi aux côtés de Pierre Naquin. Bonjour Pierre. Bonjour Sybille. Fondateur d'AMA, co-auteur du rapport Artcade qui dresse un bilan du marché de l'art tribal chaque année. Et puis vous allez lancer un nouveau média dédié à ce secteur, Insula. Oui, avec mon collègue d'Arcade avec qui on fait déjà le rapport. Alors déjà, je voudrais commencer par la terminologie parce qu'on entend souvent parler d'art tribal, d'art primitif, d'art extra-européen. Qu'est-ce qui serait judicieux de dire? Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces termes? Est-ce que ça correspond à différents secteurs? Alors grosso modo non, ça couvre à peu près tous le même type d'art. On évite maintenant d'utiliser le terme art primitif parce qu'il y a des connotations postcoloniales, péjoratives, etc. Mais sinon, les autres termes sont plutôt acceptés. Les grandes maisons qui veulent froisser personne utilisent principalement le terme d'art extra-européen ou d'art d'Océanie et d'Afrique, parce que c'est quand même les deux géographies principales. Ce qui est intéressant dans cet art-là, c'est que c'est un art qui est lié à des coutumes, à des pratiques, qui soient religieuses ou simplement décoratives à un moment donné sur des objets de la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que ça peut couvrir des périodes très larges. Après, on est quand même plutôt sur des périodes récentes, souvent qui correspondent au colonialisme, au début du colonialisme ou à la fin du colonialisme. Donc sur des objets qui ont été découverts et qui ont intrigué, amusé, passionné des gens qui faisaient les voyages à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces œuvres? Est-ce que justement c'est leur marque dans l'histoire, ou c'est peut-être un artiste en particulier, ou encore la provenance? Alors c'est très rare de savoir qui est l'artiste ou qui est l'artisan derrière ces objets-là. Donc, sauf pour certaines ethnies ou pour certains types d'art, disons tribal, contemporain, où là pour le coup c'est documenté. Mais souvent c'est plus des ethnies qui vont faire l'intérêt général et les différences de prix. Après, sur les pièces individuelles, c'est vraiment la qualité ou l'unicité ou la singularité des objets qui font que sur le même type d'ethnie, sur le même type de pièces de même taille, on va avoir des prix différents, voire très différents. Alors justement, en termes de prix, ça va pas jusqu'au prix de l'art contemporain, mais on a eu quand même quelques ventes à plus de plusieurs millions. Quelle est la fourchette de prix plutôt normale? Alors ça dépend où on achète. Si on achète en vente aux enchères, le prix moyen d'une œuvre d'art tribal elle est assez basse, on est autour de 6 000 euros de prix moyen, et ça a même tendance à baisser récemment. Après, si on achète en galerie, on va plutôt aller vers des œuvres quand même exceptionnelles, parce que les galeries sont des chasseurs, ils s'intéressent vraiment à la provenance des objets, mais aussi à toute l'histoire qui a pu entourer certaines ethnies, mais surtout aussi certains objets individuels. Donc là, on est sur des pièces plutôt exceptionnelles, et on est sur quelques dizaines de milliers d'euros, et très rarement quelques centaines de milliers d'euros. Après, on vote aux enchères sur des pièces d'exception avec des provenances impeccables. On arrive des fois à atteindre le million, voire quelques millions, comme récemment, peut-être on en parlera. Mais après, c'est exceptionnel. Je veux dire, le nombre de pièces millionnaires, c'est même pas 0,1% du nombre de lots par an. Et c'est même le nombre de pièces au-dessus de 100 000 euros, c'est pareil, c'est même pas 1%, quoi. Alors je reviendrai sur la vente périnée de cet été, mais juste avant, est-ce qu'il y a une particularité à ce marché? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en tant qu'investisseur? Peut-être l'authenticité? Alors l'authenticité, c'est difficile de parler d'authenticité parce qu'on n'est pas sur un artiste en particulier, donc c'est un peu c'est problématique d'utiliser ce terme-là. Après, il faut essayer d'avoir des objets qui ont eu un sens, c'est-à-dire qui ont servi à quelque chose, que ça soit, comme je disais tout à l'heure, culturel, que ça soit cultuel, que ça soit juste des objets de la vie de tous les jours, mais qui ont une histoire. Et c'est ça donc c'est l'usage de ces objets et l'authenticité de ces usages-là qui fait que on va considérer qu'une œuvre est authentique, ou en tout cas qu'elle est intéressante. Le marché de l'art tribal est très particulier par rapport notamment au marché de l'art contemporain, sur lequel il y a beaucoup de
de choses qui se passent en ce moment, c'est que le marché de l'art tribal est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut parler des belles pièces, des pièces intéressantes, elles sont toutes répertoriées, intégralement, à quelques très très rares exceptions de près. Et toutes les découvertes, entre guillemets, il faut s'en méfier comme la peste. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle galerie du Parcours des Mondes, toutes les pièces qui sont présentées sont vêtées, donc elles passent un processus d'expertise, mais surtout elles sont hyper documentées, avec tous les collectionneurs qui les ont achetées, quand elles ont été exposées, etc. Donc c'est vraiment des pièces qui sont ultra documentées. Vous avez des livres sur quasiment tous les objets que vous avez ici, que vous pouvez trouver. Et ça, c'est rassurant. Donc, mais on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, donc mais c'est quand même rassurant pour quelqu'un qui voudrait acheter ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a, malgré un marché fini où on pourrait se dire il n'y a plus il n'y a pas de nouvelles qui va sortir, il n'y a rien qui va changer sur ces objets-là, et ben le marché continue d'évoluer et d'évoluer parfois fortement, quoi. En juin 2021, il y a eu la vente Michel Périnet qui a été menée par Christie's. Ça a explosé tous les records, 61 lots estimés entre 18 et 25 millions d'euros. Ils se sont envolés à 66 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un attrait croissant pour cet art ou alors ce sont des lots particulièrement exceptionnels qui ont été vendus? Alors, un peu des deux, mais moi je dirais que pour cette vente-là, c'est surtout des lots vraiment exceptionnels. Déjà, les lots étaient exceptionnels, c'est déjà beaucoup de grands formats. On n'a pas toujours des grands formats dans l'art tribal. C'est des pièces très très belles, chargées d'histoire, et puis le collectionneur était hyper intéressant. Il a commencé, c'était un collectionneur d'abord de joaillerie et d'art nouveau, et il s'est mis au début des années, fin des années 60, a commencé à collectionner de l'art extra-européen, on va dire, et beaucoup d'Océanie aussi. Et il a petit à petit fait travailler sa collection, il a acheté, il a revendu et sa collection est devenue de plus en plus exceptionnelle. Donc les lots sont incroyables, la provenance et une très belle histoire derrière. Et voilà, donc c'est une vente très très marquante à plein de... Même si on parle que du marché, je veux dire, même si on reste juste sur l'estimation, 20 millions pour une estimation, c'est énorme. Sur une année normale, c'est un tiers du marché. Je ne parle même pas de 2020 où évidemment on a eu un marché plutôt dur, mais 2019 c'est 60 millions. Donc là, rien que l'estimation c'était un tiers. Et juste le produit de la vente a fait plus que le marché de l'art tribal complet sur l'année 2019, ce qui est assez exceptionnel. Et autre chose qui est assez intéressant dans cette vente-là, c'est qu'il y a pas mal d'objets, notamment dans les objets millionnaires, mais en tout cas dans les objets qui ont largement dépassé leurs estimations et qui ont fait des très beaux prix. Il y a beaucoup d'objets océaniens. Traditionnellement, c'est quand même l'Afrique qui porte l'essentiel du marché de l'art tribal. Et là, on sentait depuis longtemps que le marché de l'art océanien progressait régulièrement. Mais là, c'est des prix équivalents, en tout cas, entre l'art océanien et de l'art africain, ce qui est un peu nouveau, quoi. Alors c'est une vente qui a été réalisée en France. En plus, en 2006, il y a l'ouverture du musée du Quai Branly. Est-ce que la France a une place prépondérante dans le marché ? Elle a une très grosse place, c'est plus de la moitié du marché en termes de chiffre d'affaires, c'est plus de la moitié du marché de l'art tribal. Certaines années, c'est presque 70%. Donc c'est évidemment, Paris est la place forte pour ça. Pour des raisons historiques de collection, mais aussi parce que l'infrastructure est là, les experts sont là, les galeries sont là, etc. Le reste du marché, c'est un tiers les États-Unis et puis après sur le reste du monde. Donc oui, la France est clairement le moteur du marché de l'art tribal. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de provenance. C'est comme un mot du coup qui est assez important concernant le marché de l'art extra-européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution de la législation aujourd'hui, ce à quoi doivent faire attention les marchands d'art et les galeries ? Comme je disais tout à l'heure, le marché de l'art tribal, c'est quand même d'abord un marché fini. Donc les pièces sont répertoriées, donc il n'y a pas de surprise. Un marchand ne va pas, très 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 rarement, découvrir une pièce et avoir besoin de faire attention. Ce à quoi vous faites illusion, c'est les lois de restitution que Macron a... c'est suite à un discours à Ouagadougou en 2017, je crois, en fin d'année, qui voulait pousser des restitutions. Donc, on a eu les premières en fin d'année dernière. Ça concerne très peu d'œuvres, on parle de moins d'une trentaine d'objets.
Et c'est des œuvres qui ont fait suite à des pillages. Donc, les pillages ont été documentés et les œuvres qui ont été pillées ont été documentées. Donc, c'est des œuvres très précises. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur des restitutions massives que personne ne souhaite. En tout cas, évidemment pas les marchands, pas les collectionneurs, parce que ça tuerait un peu le marché. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des investisseurs? Vous parliez de l'art océanique qui monte. Est-ce que justement, il faudrait plutôt se tourner vers cette provenance d'art? Oui et non. Enfin, c'est comme sur tous les objets d'art, que ce soit de l'art ancien, l'art contemporain et évidemment les arts extra-européens. Il faut d'abord que les objets vous plaisent. Après, évidemment, il y a des stars du marché. La Côte d'Ivoire, le Congo. Enfin, il y a vraiment des géographies et des ethnies qui sont particulièrement recherchées. Et là-dessus, on est quasi sûr en tout cas, sur des très beaux objets. Après, ce qui a baissé, parce que comme je disais tout à l'heure, les prix ont baissé, c'est surtout sur des objets moyens, sur des objets qui ne sont pas des objets d'exception, qui peuvent être achetés chez des antiquaires, etc. Donc, par contre, les objets dans des belles galeries, comme on a ici au parcours, c'est quasiment toujours des objets qui vont progresser. Merci beaucoup Pierre Daquin, je rappelle fondateur d'AMA, co-auteur du rapport Artcade, et puis vous allez lancer encore ce magazine sur l'art tribal Insula. Voilà un reportage donc signé Kosela Boueich, où vous étiez donc présente Sybille Aoudjan. Merci beaucoup pour ces actualités du marché de l'art et pour cette interview. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé donc sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.